Bon, on commence peut-être. Caroline, Ouais, très bien. c'est bon pour Ouais, toi? ouais. Vincent aussi. Laetitia aussi, du coup, pour toi, ça va? C'est Oui, il n'y a bon? pas de souci. Ok. Euh, je fais un petit mot d'introduction, Caroline, ou ça te va? Bah ouais, vas-y. Rapidement. J'ai préparé un petit slide très rapide. Hop. euh, tac. Voilà. Et mon écran. Ouais. C'est juste pour. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce séminaire dans le cadre du groupe de travail sur les capteurs de haut niveau, dans le cadre du GDR sport et activité physique. Donc, aujourd'hui, c'est Laetitia Fradé qui va parler, qui est maître de conférence à l'Institut Péprime à Poitiers, dans l'équipe de recherche génie mécanique et systèmes complexes. Donc, elle travaille sur la robotique, biomécanique, le sport et la santé. Et donc, elle va nous parler plus précisément des capteurs inertiels pour la caractérisation de la performance motrice, mais aussi d'un point de vue, on va dire, pratique, avec ses principes, ses problématiques et ses limites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Laetitia, si tu veux prendre la main, il faut que je Oui. te la donne, je pense. Alors, je suis un peu moins familière de Arrêtez. Zoom. Voilà. Donc, si tout va bien, hop. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ça Ouais, marche. c'est bon. Très bien. Bon, il y aura normalement des vidéos une fois de temps en temps. Je suppose que ce sera haché, mais bon, on fera avec. Donc, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à faire cette présentation sur les capteurs inertiels. Donc oui, comme il vient juste d'être dit, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Et donc, et suis en fait intéressée par les capteurs inertiels depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Alors, je vais repréciser quand même un petit peu ce qui nous intéresse à la base. Donc, on part du système locomoteur. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe du point de vue de ce système locomoteur. Donc, comment la commande est interprétée par le système musculo-tendineux pour essayer de produire des forces musculo-tendineuses qui seront à l'origine de mouvements articulaires et donc d'un mouvement à considérer. Et donc, dans le cadre sportif, l'objectif, c'est d'essayer de déterminer les paramètres de la performance pour évaluer, entraîner, voire même concevoir de nouveaux matériels ou encore prévenir les blessures. Bon, dans mon cas, moi, je suis plutôt intéressée à des applications cliniques. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'altération de la fonction du système locomoteur et pour évaluer, intervenir et prévenir ces altérations. Mais bon, quelque part, les questions sont à peu près similaires. Et donc, évidemment, comme vous le savez, dans le cadre de l'analyse du mouvement, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de revenir à l'état ou à la performance de ce système locomoteur par le biais de l'analyse de ce mouvement. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a des capteurs. Donc, ces capteurs, grâce à un certain calibrage, vont nous donner accès à une grandeur physique, comme par exemple la force. Après, on va soit interpréter directement ces grandeurs physiques, soit par le biais de modèles ou de lois de la physique, accès à d'autres données. Et puis, on va essayer de synthétiser ces données pour en extraire des paramètres pour revenir à l'état et à la performance de notre système locomoteur. Bon, pour ce faire, on va procéder à des mesures expérimentales sur la cinématique, la dynamique ou l'activation musculaire, que ce soit en laboratoire ou alors à l'extérieur de laboratoire, donc dans des conditions plus écologiques. Et puis, on va éventuellement faire appel à de la modélisation. Et donc, dans notre cas de figure, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'évoquer les capteurs inertiels qui, pour nous, offrent depuis, on va dire, une vingtaine d'années, des perspectives très intéressantes pour la mesure cinématique en dehors des laboratoires. Et donc, dans un premier temps, je vais me focaliser sur un des aspects de cette mesure cinématique, et en particulier la cinématique articulaire, puisque c'est aussi l'objet de mes travaux actuellement. Donc, en fait, pour obtenir la cinématique articulaire, c'est-à-dire les angles aux articulations du corps humain, on peut considérer que 4 étapes sont nécessaires pour y parvenir. Donc, la première consiste à essayer, alors je ne sais pas trop si vous voyez ma souris, parce que j'aime bien la faire bouger sur l'écran, mais donc, on va avoir en fait le capteur proprement dit, et donc on va devoir essayer de bien maîtriser les données provenant du capteur. Une fois qu'on a les données du capteur, on va essayer d'obtenir l'orientation de ce capteur. Une fois qu'on a l'orientation de ce capteur, on va essayer de resituer le corps humain.
pour enfin arriver à la cinématique articulaire. Donc en fait, ces 4 étapes ont fait l'objet au sein du laboratoire de 2 thèses, une qui a été soutenue en 2017 et une qui est encore en cours. Donc si je reviens à mes capteurs inertiels et donc à la première étape en particulier, en réalité mes capteurs inertiels sont composés de 9 capteurs. Donc 3 gyroscopes pour avoir la vitesse de rotation en 3 dimensions, 3 accéléromètres pour avoir l'accélération en 3 dimensions, et le plus souvent également des magnétomètres pour avoir accès au champ magnétique. Et donc, dans notre cas de figure, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir l'orientation. Donc évidemment, une des solutions simples serait de dire que l'on peut venir intégrer notre vitesse de rotation. Seulement, cette vitesse de rotation en fait, contient une erreur et un bruit de mesure. Si bien qu'au fur et à mesure que l'on va intégrer numériquement cette vitesse de rotation, va apparaître le phénomène bien connu de dérive. Mais il se trouve qu'en fait, l'accélération et le champ magnétique contiennent également des informations concernant l'orientation. Donc, par exemple, l'accéléromètre peut nous informer sur l'inclinaison du capteur par rapport à la gravité. Et le magnétomètre, quant à lui, peut nous donner l'orientation du capteur par rapport au champ magnétique terrestre. Mais bon, évidemment, le problème pour l'accéléromètre, c'est que ceci est vrai s'il ne subit pas d'accélération externe, et puis en plus, il est entaché d'erreurs et de bruit de mesure. Et pour le magnétomètre, en plus de ces erreurs et de ce bruit de mesure, il est sensible aux perturbations magnétiques. Donc, on va avoir en fait un algorithme de fusion de données qui va nous permettre d'essayer de gérer le compromis entre ces différentes informations sur l'orientation de notre capteur. Donc ça fait l'objet de la thèse d'Alexiné. Alors, l'un des problèmes que l'on rencontre et qui est l'un des plus difficiles à gérer, ce sont ces fameuses erreurs et bruits de mesure. Alors, d'où proviennent ces problèmes en fait? Donc, si on regarde, en fait, les capteurs que nous, on va utiliser pour l'analyse du mouvement, on va les utiliser depuis, donc je disais maintenant quasiment 20 ans, tout simplement parce qu'ils sont devenus petits, donc on peut les poser sur le corps humain relativement facilement. Depuis une dizaine d'années maintenant, on en a des non-filières, et puis en plus, ils ont une basse consommation. Seulement, les caractéristiques en métrologie sont relativement mauvaises. On considère qu'ils sont du grade dit consommateur. Si on veut des capteurs inertiels avec des meilleures performances, ce qu'on appelle le grade de navigation, on se retrouve avec des capteurs inertiels qui sont beaucoup plus importants et qui sont non filaires. Donc évidemment, on se retrouve comme d'habitude avec des antagonismes entre les performances du dispositif, évidemment l'usage et donc l'encombrement des dispositifs. Et donc dans notre cas, on voudrait aboutir à une orientation relativement correcte à partir de capteurs qu'on pourrait considérer comme étant médiocres. Et donc, comment y parvenir et à quoi doit-on être vigilant pour pouvoir malgré tout arriver à utiliser ces capteurs? Donc, la première étape, comme je le disais tout à l'heure, consiste à essayer de se focaliser sur le capteur proprement dit. Et en particulier, d'essayer de comprendre l'origine de l'erreur. Et donc, l'origine de l'erreur se situe bien au niveau du capteur. Donc, celui-ci peut avoir un bruit de mesure qui provient tout simplement du fait que, par exemple, vous avez un capteur à l'heure actuelle est basé sur une tension électrique, et cette tension électrique va être différente en fonction de la température extérieure, par exemple. Puis après, évidemment, il y a le montage du capteur, etc. Et puis, il y a une erreur déterministe qui est liée à l'interprétation de la mesure du capteur dans la grandeur physique d'intérêt. Et donc, les deux peuvent être source d'erreur. Donc, en ce qui concerne le bruit, ça dépend du capteur. On peut essayer de le caractériser pour en tenir compte, mais on ne peut pas l'annuler. Par contre, pour l'erreur déterministe, on doit pouvoir améliorer le calibrage et faire en sorte que le calibrage soit le plus correct possible. Seulement, dans le cas des capteurs inertiels, l'un des problèmes est que les constructeurs ne proposent pas toujours des procédures de calibrage avec leur dispositif. Et par exemple, l'impact de la température sur les coefficients de calibrage n'est pas toujours intégré dans les propositions qui ont été faites par les fabricants et les revendeurs de capteurs inertiels. Or, il s'avère, comme c'est illustré ici, que la température influence les
les paramètres de calibrage des capteurs inertiels. Là, au laboratoire, on a fait quelques études pour essayer de faire des propositions pour améliorer ces procédures de calibrage. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ne serait-ce qu'en proposant des méthodes de calibrage relativement simples sur un accéléromètre, on était capable de réduire de quasiment de moitié l'erreur qui était commise sur le calibrage initial proposé par le fabricant. Et donc, on pouvait comme ça proposer en fait des recommandations en termes de précision souhaitée et de difficulté de mise en œuvre de la procédure de calibrage. Ce qu'on a également pu montrer, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y avait une sensibilité des capteurs à la température et qu'il y avait des possibilités de faire en sorte que les capteurs que l'on possédait puissent être un peu plus opérationnels grâce à ces procédures de calibrage. Mais ce qu'il y avait d'intéressant et d'important aussi à relever, c'était que ces calibrages des capteurs sont vraiment capteurs dépendants. Donc, ça veut dire que les procédures de calibrage que l'on met en place doivent être effectuées pour chacun des capteurs. Et puis, l'autre élément important que l'on a mis en évidence, c'est qu'en fait, il fallait quand même régulièrement calibrer les capteurs. Donc, pour ce faire, en fait, on avait calibré des capteurs plusieurs fois au cours d'une année. Et en fait, on s'était rendu compte que pour les gyroscopes, les durées de validité de calibrage étaient supérieures à 1 an. Par contre, pour les accéléromètres, on considérait que la durée de validité du calibrage était inférieure à 1 an. Bon, c'était pour les capteurs testés c'était en 2017. Donc, grâce à ces premiers travaux, on a pu faire des propositions sur l'amélioration des données obtenues sur les capteurs inertiels en termes d'accélération et de vitesse angulaire. Mais une fois qu'on a ces vitesses angulaires et ces accélérations, l'objectif, pour nous, là, dans la deuxième étape, c'est d'obtenir l'orientation du capteur. Alors, pour obtenir l'orientation du capteur, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire appel à un algorithme de fusion de données. Et il se trouve qu'en fait, en fonction des fabricants, il y a différentes approches et possibilités. Donc, certains fabricants ont développé leur propre filtre propriétaire. Donc, ils vous donnent directement l'orientation par l'intermédiaire d'un filtre dont généralement on a très peu d'informations. Par contre, d'autres revendeurs de capteurs inertiels, en fait, vous conseillent d'utiliser un filtre open source. Et d'ailleurs, généralement, dans ce filtre open source, on retrouve l'un d'une grande famille de filtres qui sont utilisés pour cette fusion de données. Il s'agit de filtres complémentaires. Et donc, souvent, les fabricants proposent d'utiliser le Madweak, qui est en fait un filtre complémentaire open source. Donc, le principe est le suivant de ce filtre. On va intégrer la vitesse angulaire. Donc, ça va être une première estimation de la vitesse angulaire. Et puis, on va aussi essayer d'estimer l'orientation en se basant sur l'accélération. Et à partir d'un paramètre bêta, on va trouver un compromis, on va faire le choix sur l'orientation qui nous semble la plus correcte. Et donc, on se retrouve à devoir définir un paramètre bêta qui, a priori, est le seul paramètre modifiable. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle valeur doit-on décider pour ce paramètre bêta? D'autres filtres qui sont proposés appartiennent à la famille des filtres de Kalman. Bon, il en existe de nombreuses variantes. Alors, le procédé est un petit peu différent dans ce cas-là, puisqu'on considère que c'est un algorithme itératif en plusieurs étapes. Mais bon, globalement, en fait, il y a une prédiction qui est effectuée à partir de la mesure des gyroscopes en termes d'orientation. Et cette orientation prédite est modifiée en fonction de l'accélération et du magnéto s'il est présent pour obtenir l'orientation finale. Et donc, dans ce cas, cette modulation de l'orientation va dépendre de ce qu'on appelle les matrices de covariance qui représentent les bruits des différents dispositifs, donc des gyroscopes, des accéléromètres et des magnétomètres. Et ces matrices de covariance ont un impact assez important pour l'obtention finale de l'orientation. Donc, il s'avère qu'en fait, que ce soit pour le filtre complémentaire ou le filtre de Kalman, mais en fait, la paramétrisation de ces filtres pose question.
Et quand on regarde certains articles de la littérature, quand ils évoquent comment ils ont implémenté les paramètres de Kalman, souvent ce qui est évoqué, c'est par essai-erreur jusqu'à ce qu'on trouve une combinaison qui nous semblait à peu près appropriée. Donc ce qu'on a fait, c'est essayer de regarder si on ne pouvait pas raffiner ce procédé en proposant une procédure d'identification de ces paramètres de Kalman. Donc la manière dont on a procédé consistait à venir comparer la mesure de sortie avec une mesure de référence. Et en faisant cela, on pouvait revenir au jeu de paramètres de Kalman qui nous semblaient les plus, qui semblaient réduire le plus possible l'erreur sur l'estimation de l'angle en sortie. Mais ce qu'on a fait également, et c'est ce qui va être intéressant dans l'interprétation des résultats, c'est que ces matrices de covariance sont censées représenter le bruit des capteurs. Or, l'estimation de l'orientation obtenue à partir de l'accélération va être altérée si le capteur subit des accélérations externes. Donc, en fait, on a réalisé une expérience pendant laquelle le capteur subissait des mouvements, mais qu'on va considérer d'intensité différente en termes d'accélération et aussi de vitesse de rotation infligée au capteur. Et comme c'est le phénomène de dérive qui nous intéressait, en fait, ce mouvement a été effectué pendant une dizaine de minutes. Et cette étude a permis de mettre en évidence qu'évidemment, en fait, la vitesse avec laquelle le mouvement s'était effectué allait fortement impacter l'erreur qui était commise sur l'estimation de l'orientation. Mais donc, il mettait également en évidence que en fait, les paramètres du filtre devaient être ajustés en fonction de l'intensité du mouvement qui était effectué. Donc, tout ça pour dire que, en fonction du mouvement qui est analysé, on devrait en fait essayer d'adapter le filtre que l'on utilise. Et donc, par rapport à ces premières études, en fait, le bilan est de dire que on peut fortement améliorer l'orientation estimée à partir des capteurs inertiels, même en se basant sur l'algorithme constructeur, en apportant vraiment un effort sur le calibrage des différents capteurs, mais également en essayant de mieux adapter le filtre de Kalman aux mouvements qui sont observés. Donc, par exemple, on a pu réduire de plus de moitié l'erreur qui était commise sur des mouvements lents, aussi bien que sur des mouvements rapides. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est que si cette approche-là a été appliquée à des capteurs inertiels utilisés dans le cadre de l'analyse du mouvement, on l'a également appliqué à des capteurs inertiels utilisés dans le domaine de l'industrie, et on a pu également améliorer l'estimation de l'orientation. Donc voici les différents éléments à prendre en compte pour obtenir l'orientation du capteur. Mais là, ce que je n'ai pas évoqué, c'est que voilà, si on veut l'orientation du capteur, en fait, il s'agit d'avoir l'orientation d'un repère associé au capteur dans un repère dit d'observation ou repère global. Donc la question aussi qui peut se poser, c'est comment on définit ce repère dit d'observation. Et donc, en fait, ici, par rapport à ce repère d'observation, donc une proposition qui est assez classique consiste à dire, voilà, on va laisser le capteur en position statique et l'axe vertical pourra être mesuré par l'accéléromètre et ça nous donnera déjà un axe. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à en définir un deuxième. Donc, si on a un magnétomètre, en fait, le magnétomètre doit pouvoir nous donner le nord magnétique. Donc, on se retrouve à avoir deux axes, un qui définit la verticale et l'autre qui définit le nord magnétique. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de capteurs inertiels à avoir cette allusion à l'orientation qui est fournie dans un repère global appelé NED pour North East Down ou NWU pour North West Up, ou parfois on a même East North Up. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent proposé par des capteurs inertiels. Seulement voilà, si vous faites un test relativement simple qui consiste à, par exemple, aligner vos capteurs inertiels d'une même société, donc vous les alignez sur une tige, et normalement, l'orientation relative des capteurs les uns par rapport aux autres devrait être égale à 0. Et parfois, vous avez de mauvaises surprises puisque vous vous retrouvez à avoir des erreurs sur l'orientation de l'ordre de 10 degrés.
Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça peut venir éventuellement de perturbations magnétiques qui viennent altérer la mesure du magnétomètre. Mais dans certains cas, alors que les perturbations magnétiques sont similaires pour tous les capteurs, en fait, on retrouve quand même cette erreur sur l'orientation du capteur inertiel. Et en fait, il peut s'agir aussi du calibrage des magnétomètres qui n'est pas toujours correct. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où en fait notre repère global défini pour les différents capteurs n'est pas le même. Et comme je le disais, dans certains cas, on peut se retrouver à avoir des erreurs supérieures à 10 degrés sur le lacet. Donc, dans certains cas, certains auteurs qui ne veulent pas utiliser le magnétomètre ou alors qui n'en ont pas dans leur capteur inertiel vont proposer d'autres méthodes pour essayer de définir ce deuxième axe. Donc, parmi ces méthodes que l'on retrouve, l'une consiste à infliger un mouvement ou une variation de posture au capteur et la vitesse angulaire ou l'accélération sera utilisée pour définir un second axe. Donc, par exemple, si on fait une inclinaison du capteur, on va considérer que le vecteur vitesse angulaire sera un axe perpendiculaire au plan du mouvement dans lequel ça a été effectué. Donc, si on fait le bilan sur cette première partie, donc on se retrouve à avoir malgré tout des résultats relativement encourageants pour obtenir en fait l'orientation des capteurs dans un repère global. D'autant plus que la thèse a été réalisée avec une ancienne génération de capteurs inertiels. Donc maintenant, la nouvelle question qui se pose, c'est qu'une fois que j'ai confiance dans l'orientation de mon capteur, comment je fais pour obtenir l'orientation de mon segment? Donc concrètement, ce qu'on voudrait en réalité, c'est obtenir, dans notre cas, ce genre de choses, c'est-à-dire la cinématique, par exemple ici, des membres inférieurs pendant la marche, comme on peut le faire avec nos systèmes optoélectroniques. Et pour pouvoir obtenir cette cinématique, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, en fait, il nous faut définir des repères segmentaires et on va regarder après les angles entre les repères proximaux et les repères distaux. Et donc, il nous faut définir au moins 2 axes par segment pour pouvoir obtenir ces repères segmentaires. Seulement voilà, avec nos capteurs inertiels, ce qu'on obtient, ce sont l'orientation de capteurs. Donc, globalement, on aurait quelque chose qui s'approche de ça. J'ai mon repère global et j'ai le repère de chacun de mes capteurs. Et je n'ai aucune information à la base sur où se situe le corps humain par rapport à ces repères techniques. Donc, il y a une étape qui est nécessaire, qui consiste à essayer de déterminer justement le passage entre mes repères des capteurs et les repères anatomiques. Et donc, pour y parvenir, en fait, on a différentes familles de calibrage. Une de ces familles est relativement simple, consiste à dire, tiens, je vais essayer d'aligner certains côtés de mon capteur avec des axes de mon segment. D'autres vont consister à dire, en position statique, la gravité va être alignée avec certains axes aussi de mon segment. Dans d'autres cas, on va essayer à l'aide d'un dispositif sur lesquels va être implémenté un capteur, on va venir pointer en fait les axes que l'on cherche à identifier. Et puis, il y a la dernière méthode qui est aussi assez familière pour ceux qui font de l'analyse du mouvement, qui consiste à dire, on va effectuer des mouvements de rotation autour de l'axe qui nous intéresse pour pouvoir obtenir l'axe de rotation que l'on cherche à identifier. Et en fait, il y a énormément de propositions qui existent dans la littérature et il n'y a pas de consensus sur la famille de méthodes à utiliser. Et pour les membres inférieurs, par exemple, il y a certaines articulations, par exemple comme le bassin, où il n'y a pas forcément de propositions qui ont été faites. Donc, on s'est aussi intéressé à cette question au travers de différentes études. Donc, l'une d'entre elles, par exemple, proposait d'analyser 15 sujets sains. On prenait comme référence la mesure optoélectronique avec un modèle assez classique provenant de recommandations de l'ISB. Dans une première partie de cette étude, en fait, on utilisait la mesure provenant des systèmes optoélectroniques pour créer des quaternions virtuels.
Ça nous permettait d'essayer de bien comparer les axes obtenus par les différentes méthodes avec les axes obtenus par le modèle de référence. Et puis, dans une deuxième partie, on a appliqué cette méthode aux centrales inertielles pour obtenir la cinématique dans le cadre de différents mouvements. Donc, je ne veux pas vous énoncer et vous énumérer toutes les différentes propositions que l'on a fait en termes de posture, de mouvement de calibrage, mais il y en a énormément. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y avait des rotations qui étaient effectuées au niveau de la cuisse, il y avait des flexions effectuées au niveau de la cuisse, de la hanche et de la cheville, enfin bref, que ce soit en passif ou en actif. Et on a également utilisé différents dispositifs. Mais bon, globalement, les résultats montrent que malgré tout, il n'y a pas forcément, là encore, de méthode qui soit la meilleure. On pouvait obtenir en fait malgré des erreurs sur l'orientation des axes allant jusqu'à par exemple 12 degrés. Mais on a pu, en particulier pour la cuisse, la jambe et le pied, pouvoir éliminer certaines méthodes, en particulier pour l'obtention de l'axe antéro-postérieur. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est du coup la répétabilité de différentes méthodes. Et donc la répétabilité des différentes méthodes nous montre que finalement, quelle que soit la méthode choisie, on se retrouve à avoir des informations et une reproductibilité relativement intéressante. Et ce qui nous a aussi intéressé, c'est que finalement, les méthodes fonctionnelles n'étaient pas forcément les plus, n'étaient pas forcément les meilleures pour obtenir les axes souhaités. Et donc, on pouvait en fait, quelque part, se contenter de postures statiques pour pouvoir obtenir les différents axes nécessaires pour définir nos repères segmentaires au niveau du bassin, du fémur, du tibia et du pied. Seulement, une fois que l'on applique cela à nos capteurs inertiels, on se retrouve un petit peu déçu, puisque, comme vous pouvez le voir sur cette figure, donc ici sur cette figure, on voit la cinématique au niveau donc, du bassin, de la hanche, du genou et de la cheville, dans le plan sagittal, frontal et transverse, obtenue à partir des capteurs inertiels. Donc en bleu, vous avez la référence, et en vert, vous avez la mesure cinématique, obtenue à partir des capteurs inertiels. Et donc, ce qui apparaît, c'est que dans le plan sagittal, nous avons une corrélation qui est très bonne, mais on voit qu'il y a des offsets qui demeurent. Et ça, quelle que soit l'articulation. Et puis, les résultats sont encore moins bons dans les plans frontaux et transverses. Donc, la conclusion ici, c'est que on n'est pas complètement satisfait des résultats par rapport à la cinématique, et donc des questions demeurent sur les éléments méthodologiques permettant d'améliorer cette obtention de la cinématique articulaire à partir des capteurs inertiels. Donc si je fais le bilan sur ces histoires de cinématique articulaire, on peut dire que pour la première partie, avec l'obtention des capteurs, la qualité est en nette progression. Par contre, la cinématique articulaire pose encore question. Alors, si je viens d'évoquer comment obtenir la cinématique articulaire à partir de ces capteurs inertiels, mais évidemment, vous pouvez me poser la question de qu'est-ce qu'il en est des autres paramètres cinématiques. Donc, parmi les paramètres cinématiques qui pourraient être d'intérêt, on a évidemment la vitesse et le déplacement linéaire. Donc, assez classiquement, ce qui peut être fait, c'est évidemment intégrer l'accélération. Mais comme il a été évoqué tout à l'heure, l'accélération est entachée d'erreurs et de bruits de mesure. Et donc, si on vient l'intégrer, on va au fur et à mesure aussi intégrer le bruit et donc arriver au fameux phénomène de la dérive. Ici, en fait, c'était un mouvement qui a été répété plusieurs fois et on voit que la vitesse, au fur et à mesure, ne revient pas à zéro du fait de ce bruit assez important. Alors, ce qui est fait pour à la fois essayer de limiter ces problématiques de dérive, mais aussi pour essayer d'obtenir la vitesse et déplacement linéaire, c'est d'utiliser une autre approche qui consiste en fait définir des modèles ou des chaînes cinématiques. Donc un modèle qui est très connu,
excusez-moi, c'est celui proposé par la société Xsense au travers son logiciel MVN. Donc, il s'agit en fait de définir un modèle du corps humain qui va aussi contenir des informations sur les positions, sur les longueurs des segments, etc. Et à partir des mesures cinématiques, donc que sont l'accélération et la vitesse angulaire, mais aussi à partir de contraintes cinématiques et d'hypothèses qui est faite sur l'interaction du corps avec l'extérieur, on va venir contraindre cette chaîne cinématique et donc en déduire différentes positions, enfin différentes informations, qu'elles soient en termes d'orientation comme tout à l'heure, mais également en termes de vitesse et de déplacement linéaire. Et si on parvient à animer cette chaîne cinématique, en fait, on va pouvoir obtenir toutes les informations souhaitées au niveau de cette chaîne cinématique. Et en particulier, le centre de masse, comme ça a été proposé ici par Fazel et collaborateurs en 2017. Donc, par rapport à cette approche-là, en fait, la difficulté va être évidemment dans l'élaboration de la chaîne cinématique et éventuellement, comme ça a été proposé par certains auteurs, d'essayer de faire en sorte que cette chaîne cinématique s'adapte aux conditions de pratique ou du mouvement dans lequel c'est réalisé. Donc, par exemple, ici pour Fazel, dans le cadre du ski, il s'agissait aussi de considérer, par exemple, que le pied ne quittait jamais le sol. Alors, il y a également possibilité, évidemment, à partir de ces capteurs inertiels, d'interpréter directement la vitesse angulaire et l'accélération. Donc certains, et en particulier certains fabricants, le proposent également. Donc ici, je vous illustre cela avec le logiciel Moveo de la société APDM. Donc, par exemple, ils ont proposé de venir instrumenter un test de stabilité posturale, mais plutôt que de remonter au déplacement du centre de masse comme c'est fait classiquement à l'aide de tests, en fait, ils vont venir caractériser les oscillations en se basant sur l'accélération. Et puis, il existe d'autres procédés comme cela pour, par exemple, venir caractériser les symétries dans différents modes de locomotion. Donc, pour conclure, je vais juste évoquer les quelques points de vigilance au moment de choisir les capteurs inertiels. Donc, évidemment, il y a la notion de performance du capteur en termes de caractéristiques même des gyroscopes, des accéléromètres et des magnétomètres. Bon, en particulier, il faudrait être vigilant sur le biais des gyroscopes, puisque c'est lui qui décide, en fait, donc en particulier la stabilité du biais, qui décide de la qualité du capteur. Et donc actuellement, on est juste à l'interaction entre consommateur et tactique. Mais il faut être honnête, les capteurs inertiels contiennent pour beaucoup d'entre eux les mêmes puces et donc possèdent les mêmes accéléromètres et les mêmes gyroscopes. Et donc c'est pour ça que vous vous retrouvez souvent à avoir en fait les mêmes caractéristiques affichées pour les capteurs inertiels. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont vraiment propres aux différents fabricants. C'est est-ce qu'à partir des mesures des accélérations et des vitesses angulaires, ils ont proposé un filtre propriétaire. Puis il y a également la notion de transmission des informations. Et dans certains cas, du coup, ça va énormément jouer sur la fréquence d'acquisition à laquelle vous allez pouvoir utiliser vos capteurs inertiels. Et donc ça, c'est également en lien avec l'usage que vous allez en faire. Donc, puisque la manière dont ils vont venir intégrer leur capteur inertiel au sein d'un dispositif un peu plus élaboré va vraiment être dépendant des fabricants. Donc, par exemple, certains d'entre eux vont proposer de pouvoir faire de la mesure embarquée, c'est-à-dire de pouvoir enregistrer en local les informations d'accélération, de vitesse angulaire et également d'orientation. Alors que d'autres, en fait, n'auront pas cette possibilité-là et transmettront automatiquement les informations via une antenne à un ordinateur ou un téléphone portable. Et le fait qu'on utilise généralement plusieurs capteurs inertiels entre eux et rarement un seul, dans le cas de l'analyse du mouvement, se pose aussi la question de méthode de synchronisation au sein même de ce réseau de capteurs, voire avec des appareils tiers en fonction des applications que vous souhaitez. Et cette méthode de synchronisation
au sein même du réseau de capteurs, peut faire aussi l'objet de choix complètement différents au niveau des fabricants. Donc, par exemple, certains fabricants ne font que comparer les horloges au début et à la fin des acquisitions. D'autres, en fait, envoient quand même un signal régulier entre les capteurs pour pouvoir vérifier que l'horloge est bien synchronisée à intervalles de temps relativement réguliers. C'est d'autant plus vrai pour les dispositifs qui proposent de la mesure embarquée. Un autre élément qu'on néglige aussi souvent, c'est la nature des données sauvegardées. Dans certains cas, en fait, les fabricants vont vous proposer de faire un choix, soit d'enregistrer l'orientation, soit d'enregistrer uniquement l'accélération, la vitesse angulaire. Et puis, après coup, dans le meilleur des cas, de retraiter les données pour obtenir l'orientation, soit après de vous débrouiller pour obtenir par vous-même l'orientation. Un autre élément qui est vraiment très variable aussi en fonction des fabricants, c'est la facilité avec laquelle vous allez pouvoir accéder aux données. Donc un exemple, certains des fabricants en fait, vous laissent vous débrouiller avec les données provenant de différents capteurs. Alors j'entends par là que en fait, c'est à vous de faire en sorte que, au moment de la lecture des données, sous MATLAB ou peu importe le logiciel que vous utilisez, de venir recaler et de faire en sorte de reconnaître à quel moment vos différents capteurs avaient une échelle de temps commune. Pour conclure, je rappellerai aussi que si on veut faire de la mesure écologique, c'est-à-dire en dehors des laboratoires, pour l'instant, il n'y a pas encore de miracle par rapport à la mesure en laboratoire. Donc, on sait évidemment, et c'est ce qui nous motive, c'est que la mesure écologique est intéressante parce qu'on va se rapprocher de conditions réelles et on va voir un comportement du sujet qui va être plus proche du réel. Et puis, en fonction de la nature du sport qui peut vous intéresser, on va pouvoir enregistrer sur un temps long. Seulement, en laboratoire, l'opposé, c'est qu'on va pouvoir contrôler les conditions et puis utiliser du matériel de pointe. Et puis, comme la mesure écologique, en particulier les capteurs inertiels, même si ça commence à faire 20 ans, elle est encore énormément en développement. Et pour l'instant, les méthodologies associées sont encore en développement et nécessitent encore du temps de mise au point. Donc, il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour qu'on maîtrise aussi bien la mesure à partir de capteurs inertiels que la mesure à partir de systèmes optoélectroniques effectués en laboratoire. Je me permets également de finir en présentant en fait un dispositif que l'on a obtenu grâce à un financement CPER au sein du laboratoire pour vous inviter à nous contacter si l'utilisation de ce dispositif vous intéresse. Donc en fait, il s'agit d'un gros banc robotisé qui est constitué de deux bras dont l'objectif en fait est ici d'essayer de reproduire les mouvements humains. Et donc, nous, on souhaite l'utiliser pour automatiser, oui, désolé, je n'ai pas coupé la vidéo, pour automatiser les méthodologies de calibrage et d'identification des paramètres de Kalman que j'évoquais tout à l'heure, mais également, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ce banc d'essai pour mettre au point des méthodes de comparaison des capteurs et de méthodologies associées. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laetitia pour cet exposé très intéressant. J'ai oublié de dire, si vous aviez des questions, évidemment, vous pouvez aussi les mettre sous l'onglet de discussion que vous avez en bas de votre écran, pour ceux qui sont sur Zoom, évidemment. Ou sinon, vous pouvez prendre la main et puis poser vos questions si vous en avez. Bon, je suis sûr qu'il y a des questions. Bruno Wattier à Toulouse, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Merci Laetitia pour cet exposé très clair, très didactique et qui résume bien la problématique des IMU. J'aurais quand même une question. Est-ce que finalement, à court voire moyen terme, ces dispositifs sont finalement adaptés à la quantification de la performance motrice quand on sait qu'une augmentation de performance en sport de haut niveau, c'est parfois 1 à 2% seulement d'augmentation des capacités de l'athlète. Voilà, merci.
Merci pour cette question, Monsieur Vattier. En fait, cette question, c'est évidemment la question qui tue et qu'on se pose évidemment tout le temps à partir du moment où on fait de la mesure. C'est assez classique, c'est est-ce que le phénomène que l'on cherche à mettre en évidence, on a notre moyen de mesure permet de le mettre en évidence. Donc, pour répondre à votre question en étant un peu plus précise, pour un suivi de performance, et en particulier en termes de gestuelle du mouvement, c'est-à-dire si c'est vraiment d'ordre technique et que je veux savoir si, alors je vais parler de lancer du javelot par exemple, le lâcher, l'enchaînement segmentaire est légèrement différent pour mon lanceur, je ne sais pas si je serai en mesure de le faire d'une séance sur une autre. Parce que j'aurais déplacé les capteurs, parce que pour toutes ces raisons-là, j'aurais un petit biais, donc une petite différence dans l'angulation. Ça, c'est sûr. Par contre, au cours d'une même séance d'entraînement, je pourrais évoquer les modifications dans l'enchaînement segmentaire. Donc ça, on pourra le faire et on peut très bien montrer au cours d'une séance l'évolution de la gestuelle, de la technique. Donc voilà, en termes de suivi, se posent des questions encore à l'heure actuelle sur le degré de précision que l'on peut atteindre, mais au cours d'une même séance, il y a moyen d'utiliser ces dispositifs-là pour venir aider et venir renseigner l'évolution de la technique. Mais comme d'habitude aussi, ça dépend forcément de ce qui vous intéresse. Parce que là, moi, j'évoquais plutôt la notion de gestuelle, puisque c'est plutôt ce qui m'intéresse, moi, dans le domaine clinique. Mais il peut y avoir d'autres critères qui peuvent très bien vous intéresser et qui sont malgré tout accessibles par le biais de ces capteurs. Donc, par exemple, l'orientation finale de votre gestuelle peut être parfois suffisante pour pouvoir caractériser la performance. Par exemple, je reprends le javelot, ça peut être de combien j'ai accéléré au niveau de mon poignet et avec quelle accélération. Et ça, ces critères-là, on peut avoir confiance dans l'utilisation des capteurs inertiels. Est-ce que c'est à peu près clair? Oui, merci, ça suffit en tout cas comme réponse. La réponse était très claire, merci beaucoup. Il y avait une question dans le forum de David, alors je suis désolé, je n'ai pas son nom. Vous avez parlé de CGM lors de votre partie sur la calibration. Qu'est-ce que c'est? J'ai parlé de CGM, moi? En fait, c'est sur un graphe. Il y a CGM pour Conventional Gate Model. Donc, en fait, c'est que dans une des études, est-ce que c'est bien… Parce que sinon, il y a le centre de masse auquel j'ai éventuellement fait allusion. Mais CGM, en fait, ça apparaît sur cette diapo-là qui fait allusion, en fait, voilà. Ici, vous avez CGM, référence ISB. C'est tout simplement qu'avec les systèmes optoélectroniques, dans le milieu clinique, vous avez différents modèles qui peuvent être utilisés. Et donc, le Conventional Gate Model est un modèle relativement simple en utilisant les marqueurs réfléchissants qui nous permettent d'avoir la cinématique articulaire. Et vous avez le modèle qui est proposé par l'ISB avec plutôt des méthodes fonctionnelles pour obtenir les centres articulaires. Alors, je ne sais pas du tout si c'était bien à ce moment-là que… Oui, ça a l'air d'être… Tu as l'air d'avoir répondu à la question. D'accord. Oui. Merci. Il y a Jean-Christophe Géminard qui avait une question aussi. Ouais, on m'entendait, en fait? Ouais. Oui. Ouais. Oui, j'ai une question. En fait, dans tout l'exposé, il y a la partie électronique. Bon, ça, la technique s'est beaucoup améliorée, mais j'ai une question plutôt sur le positionnement des capteurs et ce qu'on peut en tirer, en fait. Je regardais sur la dernière photo qu'on a vue tout à l'heure avec la personne qui avait les capteurs sur la cuisse ou proche des tibias. Ouais. Je voulais juste savoir, en fait, quelle information ou quelle est l'information dominante? Par exemple, j'imagine que si on met un capteur sur une cuisse, au moment de la contraction, il y a une accélération violente vers l'avant parce que les muscles gonflent, en fait, se déforment. Est-ce que c'est ça qu'on voit principalement ou est-ce que c'est l'accélération de la jambe? Alors, en fait, si vous vous intéressez vraiment qu'à l'accélération. Oui. Alors, si vous vous intéressez qu'à l'accélération, et donc ça, c'est un problème aussi que je n'ai pas évoqué, je suis désolée, on m'avait donné qu'une demi-heure, mais en fait, par rapport à une des problématiques que nous, on évoque avec les capteurs inertiels, c'est effectivement la sensibilité à l'artefact des tissus mous. Malgré tout, je vais pouvoir vous rassurer,
La violence d'une contraction musculaire, c'est pas si important que ça. Donc évidemment, vous allez avoir un bruit qui va être lié à cette contraction. Donc ça va venir altérer l'accélération que vous allez mesurer. Mais si vous faites un mouvement du type frappe au foot, l'accélération de la contraction sera beaucoup plus faible par rapport à l'accélération engendrée par le mouvement. Par contre, le phénomène aussi qui va être un peu plus au contraire important, ça va être au contraire le relâchement, puisque vous avez toute la masse musculaire qui risque de bouger autour de l'os sous-jacent. Et donc ça, par contre, ça aussi, ça va vous créer en fait des informations parasites et donc un bruit de mesure. Donc ça, bon, je suis désolée, je ne l'ai pas évoqué, mais vous avez tout à fait raison de le souligner. Se pose la question aussi du meilleur emplacement pour le positionnement de ces capteurs, qu'ils soient accéléromètres ou inertiels. Alors en fait, nous, on s'est posé à plusieurs reprises la question et on a fait différentes propositions. La plus logique, c'est aussi de se baser des travaux qui ont été faits sur les marqueurs réfléchissants, puisque que ce soit opto ou capteur inertiel, finalement, le problème est le même. On a nos tissus mous et on voudrait s'en débarrasser. Et il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites pour dire où, en fait, étaient les emplacements à privilégier. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous. Donc, par exemple, les capteurs inertiels, on les pose sur la cuisse au niveau du tenseur du fascia lata, parce qu'on n'est pas sur le muscle, justement. Et puis, sur le tibia, on a tendance à le plaquer. J'ai vu que c'était sur les tibias pour l'autre. Ouais. Exactement, parce que là, c'est pareil, on ne se met pas sur le galbe du muscle. Mais à contrario, on ne pourrait pas utiliser justement 2 capteurs tête-bêche, enfin de part et d'autre, par exemple, de la cuisse, pour avoir une information justement plutôt sur éliminer l'accélération globale. Ah, vous, c'est vraiment ça qui vous intéresse. Ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse, mais c'est juste, ça pourrait être une information intéressante aussi. Alors, ça pourrait être une information, mais là encore, on se retrouve à avoir un problème qui est aussi déformation de la peau. Parce que l'autre problème que l'on a par rapport aux marqueurs, c'est que en fait, nos capteurs inertiels font quand même encore entre 20 et 30 grammes. Donc, du coup, les mouvements, justement, ces mouvements liés aux artefacts des tissus mous vont être aussi un petit peu exacerbés du fait de cette masse qui est non négligeable. Et cette masse-là va plutôt, en fait, traduire ces mouvements et cette élasticité de la peau plutôt que des informations sur la contraction musculaire. Enfin, quand on effectue un mouvement, un mouvement non isolé, hein, j'entends, c'est-à-dire, voilà, je marche, je fais une activité diverse et variée. Sur une chaise, je ne sais pas. Par exemple, si je faisais juste une contraction comme ça, je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais dans le cadre d'un mouvement, ce serait beaucoup trop faible par rapport aux autres artefacts, à mon sens. D'accord, merci. Merci. Il y a Bénédicte Fazel qui a levé la main. C'est à toi. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question qui va exactement dans la même direction par rapport à ce artefact de tissu mou. Là, dans le slide que vous avez maintenant, vous pensez que ça vient de combien ces artefacts de tissu mou? Combien d'erreurs ça ajoute dans l'orientation de ces articulations? Alors là, merci pour cette question, Bénédicte. Et en fait, en exagérant, je suis un peu embêtée de faire la présentation. Je considère que c'est vous qui devriez la faire, puisque vous avez vraiment travaillé sur le sport, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous auriez pu présenter, en particulier de manière différente. Enfin bref, pour répondre à votre question, nous, on suspectait l'artefact des tissus mous, en particulier dans les plans frontaux et transverses. Parce que, voilà, encore une fois, si on se base sur ce qui a été fait sur les marqueurs réfléchissants, on sait que ce mouvement à l'unisson du corps musculaire autour de l'os peut être particulièrement important. Et donc, nous, on suspectait que ces altérations au niveau de nos mesures puissent provenir de là. Seulement, alors, je n'ai pas présenté ces travaux-là, mais Léonie Paché, la doctorante dont j'ai présenté les travaux, là, travaille sur la redondance des capteurs, en fait. Donc, on place des capteurs à différents endroits et puis on essaie de voir si ça vient diminuer ou pas l'erreur. Et pour l'instant, on n'a pas forcément d'amélioration. Alors, notre hypothèse, évidemment, il y en a deux.
La première, c'est que de toute façon, à partir du moment où on met 2 capteurs sur un même segment, le mouvement à l'unisson est à peu près similaire. Donc de toute façon, on ne peut rien faire. Moi, j'espère que ce n'est pas ça la bonne réponse. Mais la deuxième réponse, c'est tout simplement que le filtre de Kalman filtre quand même beaucoup de choses. Et donc, on a testé les emplacements des capteurs à différents endroits et finalement, il n'y avait pas forcément de choses qui ressortaient. Et l'une des hypothèses, et celle-là, c'est que le filtre de Kalman, enfin, ou le filtre complémentaire pour obtenir l'orientation, va déjà annuler une bonne partie de ce bruit lié aux artefacts des tissus mous. Mais pour moi, ça mérite encore d'être affiné. Et en fait, le problème que l'on a, enfin, vous le connaissez, c'est le problème classique, c'est quelle est notre mesure de référence. Ça, c'est clair, oui. Voilà. Comme beaucoup de gens, ils disent que, puis là, je suis d'accord, par exemple, surtout si on prend les rotations internes, externes, même les marqueurs, ils ne sont pas précis. Voilà, donc on est un peu coincé, c'est que on aimerait bien conclure là-dessus, mais quelle est notre référence? Oui, mais j'ai peut-être quelques idées, je vais vous recontacter tout à l'heure. Avec plaisir. Privé. Avec plaisir. Mais merci beaucoup déjà pour la réponse de cette question. Bon, je reviendrai peut-être vers toi, Bénédicte, après. On va finir les questions, puis on pourra peut-être discuter en direct de ce que tu fais plus précisément et notamment de la thèse que tu nous as envoyée. Très volontiers, oui. Si tu es d'accord, évidemment. Ouais. Lionel Manin avait une question aussi. Oui, bonjour Lionel Manin, INSA Lyon. Je voudrais revenir sur l'aspect dérive de ces capteurs dans un cas particulier. L'an dernier, dans le cadre d'un projet étudiant, on avait testé ces capteurs pour faire des mesures sur un aviron en mettant des capteurs inertiels au niveau de l'aviron, donc sur le matériel et pas sur l'humain. Ouais. Et étant donné que sur l'aviron, ce qu'on peut essayer de chercher, par exemple, sur un bateau avec 2 rameurs, ça serait le synchronisme ou le désynchronisme des rameurs, sachant qu'à haut niveau, ils sont parfaitement synchronisés, et que ça se joue à pas grand-chose. Si les capteurs dérivent, je me dis que ça se trouve, c'est utopique d'essayer de chercher ça avec ces capteurs-là. Je voudrais bien votre avis là-dessus. Alors là, l'avis que je vous donnerai, c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir l'orientation pour pouvoir avoir la synchronisation? Pas forcément. Non, en fait, ce qu'on a regardé, c'est l'accélération et la vitesse de rotation. Si vous prenez la vitesse de rotation et l'accélération, il n'y a pas de dérive. Par contre, la question qui va se poser, et c'est peut-être ça, c'est en fonction des capteurs que vous avez utilisés, peut-être que ceci… Alors, je ne veux pas balancer, hein. Non, mais après, il y a des questions sur la synchronisation des réseaux de capteurs. Oui. Voilà. Et donc, parce que là, sincèrement, la mesure de la vitesse angulaire et la mesure de votre accélération ne souffrent pas de dérive. D'accord, donc le problème, après, il est plus sur l'acquisition, si elle se fait parfaitement simultanée ou c'est en série. En particulier si vous êtes sur un temps long, parce que quand vous venez équiper votre RAM, votre PAL de vos capteurs, après, ils sont partis pendant 1 heure d'entraînement, etc. Oui, non, mais ça, du coup, on le faisait en suivant on peut embarquer une tablette dans le bateau et faire une acquisition sur 10 minutes, par exemple, ça suffit. Mais, sincèrement, là, par rapport à ce que vous me dites, c'est plutôt sur ces éléments-là que je viendrai en fait fouiller et vérifier. D'accord. Ok, merci de votre réponse. Ok, merci Lionel. Il y avait Antoine Couturier qui a mis une question dans le chat. Vous avez expliqué que les filtres de Kalman devaient être paramétrés selon la rapidité des mouvements. Quid des mouvements mixtes qui comporteront toutes sortes de vitesses de rotation? Alors en fait, ici, c'est pas forcément… je suis désolée, hein, j'ai parfois un peu survolé. Mais en gros, ici, on avait quelque chose d'adaptatif. Donc en gros, alors hop, je suis désolée. Voilà. Donc en fait, ici, là, sur la figure que je remets ici, on a fait du coup un filtre adaptatif, c'est-à-dire que ici, vous voyez en vert, bleu et rouge, était identifié à quelle catégorie de mouvement, enfin à quelle catégorie en termes d'intensité, cette partie-là du mouvement appartenait. Et donc du coup, en conséquence, c'était les paramètres de Kalman adéquats qui étaient appliqués dans le filtre. Donc en fait, il suffit de faire un filtre adaptatif.
Donc, une petite fenêtre glissante pour dire, bah, tiens, sur cette fenêtre-là, l'intensité du mouvement est de temps. Donc, on applique ces paramètres. Okay. Ça répond à ta question, Antoine? Parfaitement. Merci pour les précisions. On t'entend pas très bien, Antoine, ça coupe. Je suis désolé. Et en fait, pour rebondir dessus, hein, nous, la question qu'on se pose, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas trop joué avec le Madweek. C'est ce fameux paramètre bêta. La question pour nous, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'à peu près similaire à venir essayer d'améliorer. Mais comme à la base, on n'est pas du traitement du signal, on est vraiment des biomécaniciens, c'est pas facile de travailler sur tout, quoi. C'est un peu le but de ce groupe de travail, d'essayer de mêler les compétences. Moi, j'avais une question, si plus personne ne veut parler. C'était, merci beaucoup Laetitia, j'ai trouvé super intéressant d'aborder tous ces aspects dont on n'a pas vraiment conscience. Et je me demandais si maintenant, on veut, de manière très pratique et concrète, par exemple, mesurer la position du centre de gravité au cours d'un mouvement. Quelles sont les étapes minimales à faire? Donc, j'ai compris qu'il y avait le choix du capteur de la centrale inertielle qui était un peu important. Et après, il faut absolument le calibrer. Et est-ce que c'est ça les étapes minimales? Alors, en fait, ici, par rapport à ces étapes, donc ça, c'est des étapes qui sont importantes, en tout cas, à maîtriser. C'est-à-dire que quand vous avez votre capteur, il faut absolument que vous ayez conscience de ça, pour que vous sachiez justement quelle est à peu près l'erreur à laquelle vous pouvez vous attendre. Mais là, si c'est la position et le centre de masse qui vous intéressent, ben voilà, vous allez être confronté à ça, il vous faut une chaîne cinématique. Puisqu'on ne mesure que vitesse angulaire, accélération. On peut avoir l'orientation, ça marche à peu près. Mais voilà, si vous voulez des choses qui sont plutôt sur des positions ou des informations d'ordre linéaire, ben, il vous faut ça. D'accord. Et donc, par exemple, si je voulais l'accélération, là, ce serait beaucoup plus facile. L'accélération de quoi? Du centre de gravité. Alors, ben, comment vous faites? Puisque votre capteur, il n'est pas sur le centre de gravité. Ouais. Voilà. Donc, soit vous faites l'hypothèse qu'il est sur le bassin, donc c'est pas trop loin du centre de gravité et vous en contentez, ce qui est possible en fonction des applications. Soit vous définissez un beau modèle que vous venez animer et puis après vous extrayez tous les points qui vous intéressent sur ce modèle, dont le centre de gravité. D'accord. Et par rapport à d'autres méthodes comme les systèmes optoélectroniques ou simplement des caméras, quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que c'est plus précis? Alors, ça, c'était un peu ma conclusion, c'est que pour l'instant, la méthode de référence, c'est le système optoélectronique. Ça, là-dessus, je suis désolée, mais voilà, pour moi, on connaît, c'est aussi parce qu'on connaît ces imperfections et qu'on maîtrise ces imperfections que je considère que c'est vraiment la référence. Après, certains sont, par exemple, M. Dinu à l'INSEP, donc c'est pareil, il aurait pu faire la présentation parce que ça fait quand même des années qu'il utilise les capteurs inertiels à l'INSEP. Donc lui est largement convaincu de l'intérêt et de l'utilité des capteurs inertiels pour le suivi de sportifs de haut niveau. Et lui en particulier, il utilise justement le modèle proposé par Xsense, qui lui permet d'avoir des informations sur le centre de masse, etc. J'admets que pour l'instant, nous n'avons pas non plus testé la robustesse, la précision de l'estimation de la proposition qui est faite du point de vue de ces critères-là, c'est-à-dire la position, etc. On l'a fait pour l'orientation, c'est notre première étape, mais pas sur les estimations des centres de masse, etc. Ça, nous, on ne l'a pas encore fait. Mais voilà, il y a des propositions qui sont faites et certains en sont très contents. Bon, il y a juste un détail technique, c'est que c'est 27 000 € pour avoir le modèle cinématique d'Xsense et on ne sait pas exactement comment c'est fait. Mais ça, voilà, bref. C'est le logiciel qui est payant, c'est ça? Oui, le modèle du coup. Ok, merci.
Merci Laetitia. J'avais une question un peu générale par rapport à ça, par rapport à ton laboratoire, etc. Est-ce que tu as des gens justement spécifiquement qui vont travailler, alors j'ai l'impression que non, mais je voulais que ce soit clair pour moi, sur par exemple comparer les différents filtres, que ce soit les filtres de Cadman ou de Maldwick, ou alors est-ce que vous avez des collaborations ou est-ce que vous avez aussi l'aspect électronique et développement de nouveaux capteurs d'un point de vue nouvelle génération? Alors, en fait, à la base, comme je disais tout à l'heure, nous, on est vraiment biomécaniciens. Et en fait, si on a commencé à s'embêter avec les filtres de Kalman, c'est tout simplement à cause d'Alexiné, donc le doctorant qu'on a eu, qui aimait bien en fait tout maîtriser. Donc, à partir du moment où il a dit essaie de nous débrouiller pour avoir l'orientation à partir de ces capteurs, il a fouillé, il a fouillé, il a fouillé, il a fouillé, et donc il est remonté vraiment jusqu'au calibrage du capteur. Donc, quelque part, je dirais que c'est hors de mon champ de compétences, et très largement. Mais malgré tout, je suis contente qu'on l'ait fait, puisque ça nous permet d'avoir du recul sur l'utilisation des capteurs. Maintenant, pour revenir à la question, alors c'est toujours le même problème, c'est que pour ma part, au laboratoire, on est plutôt biomécanicien et quelques roboticiens, enfin et des roboticiens. Mais notre domaine de compétence n'est pas celui-ci. Donc moi, je serais vraiment très demandeuse, et je suis toujours très demandeuse de personnes que ça intéresse. Parce que comparer le filtre de Kalman versus le filtre complémentaire, il y a énormément à faire. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait mon domaine. Mais par contre, les résultats m'intéressent énormément. Et comme je le montrais, ce qui m'intéresse aussi énormément de développer ces collaborations, c'est aussi parce qu'on a ce très beau jouet là. Donc on a ce robot qui a été conçu justement pour ça en fait, pour essayer de provoquer des sollicitations qui puissent se rapprocher des sollicitations du corps humain. Donc voilà, on a ce banc d'essai à exploiter. Donc si jamais vous êtes intéressé, encore une fois, c'était pour moi l'objectif aussi de vous présenter cela, on est ouvert à toute proposition. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, oui, merci, ouais. Très bien. Je crois qu'il y a Bénédicte qui avait un petit commentaire ou à faire sur… je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur la question de Caroline Cohen sur le centre de masse, l'estimation et puis les modèles, puis les chaînes cinématiques. J'avais travaillé un peu aussi pendant ma thèse il y a quelques années. Puis on a testé, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un système complexe ou est-ce que ça suffit d'avoir un système tout simple? Et puis, pour ce qui concerne le ski alpin, ce qu'on a trouvé, c'est qu'un modèle tout simple avec un ou deux capteurs inertiels était suffisant pour estimer la cinématique du centre de masse. Et puis, ceci, c'était surtout pour la raison principale que le fait d'ajouter des capteurs inertiels, ça ajoute aussi du bruit à cause des erreurs. Et puis, du coup, plus qu'on ajoutait des capteurs, plus qu'il y avait du bruit, et puis moins l'estimation du centre de masse était précis. Et puis, je pense que ça peut être similaire pour d'autres types de sports où on n'a peut-être pas forcément besoin d'une estimation du centre de masse près au millimètre. Et puis après, ça peut être aussi intéressant de faire d'autres comparaisons dans d'autres sports pour voir ce que je peux m'imaginer. C'est par exemple, si on veut analyser la course, un seul capteur, ça suffit. Par contre, si on veut regarder qu'est-ce qui se passe pendant la phase de vol, en saut en longueur ou saut en hauteur, là, on n'est pas assez bon avec un seul capteur. Et puis, il faudra peut-être plus d'informations et puis peut-être aussi de l'information combinée avec ce qu'on peut obtenir de la vidéo. Merci beaucoup. Donc, Bénédicte a tout à fait raison. Pour la marche, en fait, c'est pareil. Donc, la thèse de Simonetti que j'ai évoquée à plusieurs reprises dans les transparents, qui montrait aussi qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un capteur par segment pour avoir… les résultats n'étaient pas améliorés de manière spectaculaire en ayant un capteur par segment, par exemple. Ce qui est logique, puisque en fonction des mouvements, voilà, vous avez un segment qui va plus ou moins bouger par rapport à un autre. Et puis en plus, en fonction de sa masse aussi, sa contribution au déplacement du centre de gravité va être plus ou moins importante. Ok. Bénédicte, si tu ne vois pas l'inconvénient, je voulais mettre le lien de ta thèse que tu nous as envoyé il y a quelques temps dans le chat, si tu es d'accord. Justement, ça fera référence un petit peu à tout ce que tu viens de dire. Oui, aucun problème, c'est public.
Tu peux mettre sans autre le lien. Ouais. Et ben Merci. voilà, c'est envoyé. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous avez ça, et puis évidemment d'autres choses. Mais, puisqu'on a un peu parlé ensemble par mail, est-ce que tu veux rapidement dire sur quoi tu travailles aujourd'hui? Ça peut être intéressant pour certaines personnes, je pense, aujourd'hui, sur ta startup, par exemple. Ouais, très volontiers. Ouais. Alors, j'ai un peu comme deux casquettes. J'ai ma casquette de patient en tant qu'ingénieur, où les sujets que Laetitia aussi parlait au début m'intéressent beaucoup, sur comment améliorer la précision des capteurs, correction de drift et tout ça. Et puis l'autre côté, j'ai ma casquette en tant qu'entrepreneur, où on essaye d'implémenter ces méthodes dans nos produits, où on a des produits pour faire l'analyse de performance pour les sportifs d'élite, basés sur des capteurs inertiels, mais aussi basés sur la vidéo. Et puis, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des outils très simples à utiliser, que les entraîneurs puissent utiliser dans leur quotidien, mais qui sont aussi validés et valables et précis, qu'on sait ce qu'on obtient comme information, et puis aussi qu'on sait comment les données ont été traitées derrière. Ça, c'est un peu en toute vitesse le résumé, ce que je fais aujourd'hui, sans vouloir faire trop de pub. Non, mais je pense de toute façon que tout ce qui est dit là, alors c'est pas encore en place, mais ça va bientôt l'être. On va, comme vous l'a déjà dit, mettre un forum sur le site du JDR Sport. Et il pourrait, par exemple, on peut tout à fait imaginer un onglet, on va dire, sur les centrales inertielles, où les discussions qu'on a eues là ce matin pourront continuer sans souci. Et ça peut être via des startups, évidemment, des thèses ou des échanges, soit d'idées, soit de matériel disponible, comme Laetitia nous a montré là, avec leur banc d'essai, ou alors des collaborations de mathématiciens dans le traitement du signal. Moi, je sais que on a à mon labo, donc à l'ENS de Lyon, on a des gens de traitement du signal. On ne sait jamais, on peut peut-être leur poser la question, voir s'ils ne seraient pas intéressés pour travailler sur ces filtres et voir ce qu'ils peuvent en tirer. Bon, voilà, ça peut être des choses qui peuvent se mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques générales, à la fois sur Est-ce que je peux poser, excusez-moi, est-ce que je peux poser une petite question à Bénédicte? Ah oui, bah bien sûr. Bénédicte, pour l'instant, la société, c'est en gros des entraîneurs qui viennent vous chercher en disant « moi, j'aimerais bien suivre ces indicateurs-là » ou c'est vous qui êtes force de proposition en proposant des solutions à différentes disciplines? Alors, pour le moment, on est encore assez petit, donc on est très peu connu. Et puis, c'est nous qui allons vers les entraîneurs pour leur proposer nos systèmes. D'accord. J'espère un jour qu'on sera assez connu, qu'il y aura aussi les entraîneurs qui viennent vers nous parce qu'ils savent qu'on fait du bon travail et puis que nos analyses font du sens et puis qu'ils sont aussi, comment dire ça, plus ou moins scientifiquement validées. D'accord. Et puis, on travaille aussi avec des différents instituts de recherche pour justement s'assurer que nos produits sont bons et puis mesurent vraiment ce que l'on pense qu'on mesure. Oui. Merci. Il y a des questions dans le chat de David qui pose la question sur la fiabilité du modèle cinématique d'OpenSim, qui est gratuit. Déjà Alors, bon, alors, je ne sais pas si Léonie est encore là, parce que sinon, je la laisserai pas parler. Donc, oui, on sait, bon, forcément, quand il y a un bel outil comme ça qui se propose, donc on a commencé à le tester. Et en fait, on a soumis un résumé à l'ASB là, récemment à ce sujet. Donc là, les conclusions sont que pour l'instant, on n'améliore pas de manière spectaculaire l'erreur que l'on a présentée tout à l'heure sur l'obtention de la cinématique. Mais ce qui s'explique pour différentes raisons, c'est que finalement, il y a toujours l'histoire du calibrage qui intervient. Donc, tant qu'on n'a pas un bon calibrage, c'est-à-dire le positionnement de nos centrales par rapport au segment sous-jacent, de toute façon, on ne peut pas faire de miracle. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il faut quand même prendre en main le dispositif pour comprendre toutes les nuances. Et comme d'habitude, il y a aussi, en particulier avec les chaînes cinématiques, il y a le compromis à trouver. Parce que si je contrains trop ma chaîne cinématique, je viens en fait
annuler certaines angulations qui pourraient réellement apparaître. Si je ne la contrains pas assez, ben, je perds l'intérêt de la définition et de l'utilisation d'une chaîne cinématique. Donc ce compromis à trouver entre contraindre ou relâcher la chaîne cinématique, ben, c'est encore quelque chose qui a besoin d'être exploré pour pouvoir exploiter pleinement l'outil. Mais en tout cas, on était assez content du dispositif et de la prise en main du dispositif, même s'il y a quelques pièges qui ne sont pas évidents à contourner. Oui, en effet. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, comment dire, est-ce que si ça intéresse des gens, ça pourrait être envisageable que vous nous fassiez un petit tutoriel de l'utilisation d'une chaîne cinématique ou qu'on prenne contact peut-être avec les gens intéressés? Il n'y a pas de souci. Après, par rapport à ça, je peux aussi renvoyer à ce qui est proposé par des collègues sur l'utilisation de... Il y a la société de biomécanique, en fait, qui a organisé et sponsorisé l'organisation de workshops pour l'utilisation d'OpenSim. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait très bien organiser aussi une journée sur l'utilisation d'OpenSense. Donc là, au labo, on est en train de mettre ça en place en interne, mais pour l'instant, voilà, on n'a rien d'envisagé avec l'extérieur. Mais c'est tout à fait envisageable. Donc, c'est Monsieur Moissenet, je ne sais pas si vous connaissez, qui sert un peu de référent par rapport à ça en France. Ok. Ok, ça c'est une information intéressante, je pense, pour pas mal de gens. Si on peut avoir des gens qui maîtrisent l'outil et qu'on peut faire une journée de formation, des choses comme ça peut être, on peut en discuter, je pense, dans l'avenir. Enfin, si Bénédicte est d'accord, ça, on peut très bien aussi organiser une petite journée de tutoriel ou de workshop sur l'utilisation des capteurs inertiels. Hein. Ça, c'est pour moi aussi. Enfin, je m'enflamme peut-être, mais voilà, c'est envisageable à mon sens en tout cas. Je me tiens volontiers à disposition aussi, ouais. S'il y a des intéressés, j'aide volontiers à préparer quelque chose. C'est Monsieur Révéré, je crois qu'il était connecté tout à l'heure. Donc lui, vous voulez proposer l'année dernière, c'était plutôt sur les technologies sans marqueur. J'ai oublié comment on appelait ce terme-là. Il y a un terme un peu spécifique pour dire, voilà, on teste différentes solutions, on joue avec les différentes solutions et puis on les compare entre elles autour d'un événement. Donc, ce genre de proposition peut très bien être mise en place pour les capteurs, pour justement appréhender les différents choix des fabricants et aussi alternatives en termes de logiciels, de prise en main, etc. quoi. Ce serait super, ça. Mais peut-être qu'on fera un petit tour des gens potentiellement intéressés et on revient vers vous. Markerless, ouais, c'est ça. Il y a Lionel Révéré qui dit que c'est effectivement un aspect du PPR Perf Analytics. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. Vincent, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, je n'ai pas rien de spécial à rajouter. Enfin, je voulais remercier encore Laetitia pour ta présentation qui était vraiment intéressante et bien dans la philosophie, je pense, du groupe de travail avec Caroline qu'on veut influer, on va dire, où ça mêle un peu la recherche et aussi le côté pratique et adaptable, on va dire, aux situations du sport. Donc, c'est très bien. Merci encore. Et merci à vous. Oui, merci beaucoup, Laetitia. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres séminaires intéressants comme celui-ci. Eh bien, merci à tous alors. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci Vincent. Salut Caroline.
On refera le point. Moi, je peux rester. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'était juste pour savoir, je suis étudiante à l'université Paul Sabatier et je voulais savoir comment je pouvais me tenir au courant par rapport aux formations dont vous parliez tout à l'heure pour les stations inertielles, l'utilisation des stations inertielles. Eh ben, est-ce que vous êtes inscrite au groupe de travail sur les capteurs? Non, du tout. Alors, je vais essayer de vous retrouver le lien pour vous inscrire. Et je le mets dans la Il suffit d'aller sur le site du GDR, oui. Bah ouais. D'accord. Vous allez sur le site et puis comme ça, j'aurai votre mail et je pourrai vous mettre dans la boucle. D'accord, ok. Bon, tout simplement. Donc, il faut s'inscrire au groupe de travail capteur et on diffusera là-dessus quand on aura les informations. Merci. De rien. Vincent, je coupe la diffusion YouTube ou c'est pas